Elie Barnavi, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour l'Institut français des relations internationales. Vous êtes professeur émérite d'histoire à l'Université de Tel Aviv. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur Israël, sur le monde juif et sur l'Europe. Vous avez d'ailleurs été directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles et vous avez été également ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Vous revenez tout juste d'Israël où vous vivez. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une sensation de l'état de la société israélienne 6 mois après le début de cette guerre et puis peut-être une projection de l'état de cette société au moment où cette guerre se terminera? C'est difficile à dire. Vous savez, la société c'est vraiment un terme très englobant, très général. Disons que il me semble que les sentiments qui dominent sont toujours l'incompréhension, un sentiment qui se retourne contre soi-même. Comment une chose pareille a pu se passer? Et puis la rage, la colère contre ceux qui ont perpétré le massacre et l'incertitude. De quoi demain sera fait, nul n'a, très peu de gens ont une vision à peu près claire. Rejet aussi massif du gouvernement en place, qui se rétrécit sur son noyau dur. Et donc tout le monde attend un bouleversement politique, un bouleversement, que quelque chose se passe. Alors tant que la guerre se poursuit, même si elle est aujourd'hui beaucoup atténuée, hein, ce n'est plus du tout ce qu'on a connu il y a quelques mois, c'est plutôt une série d'opérations ponctuelles, mais tant que cet état de guerre se poursuivra, il sera difficile d'imaginer une clarification de la situation. Si vous voulez, tout ça est opaque et viscéral. Des attaques politiques, politiciennes même, sans arrêt, sous un gouvernement qui a perdu toute légitimité, mais qui s'accroche au pouvoir. Voilà un peu le tableau général qui n'est pas bien reluisant. Donc nous attendons tous une clarification qui ne pourra venir probablement qu'à la faveur d'une crise brutale, grave, comme à la faveur d'une négociation sur les otages, qui peut faire éclater la coalition, quelque chose comme ça, quelque chose d'énorme, ou une bavure énorme, quelque chose de ce type. Mais je pense que nous vivons, quoi qu'il arrive, les derniers jours, les dernières semaines, allez, peut-être les derniers mois, mais pas nombreux de ce gouvernement. Et ensuite, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il y a quand même quelques sondages déjà. On voit que Benny Gantz est la personnalité la plus populaire. On voit aussi que le Meretz est crédité de 0 siège pour le moment à la Knesset et même le Parti travailliste de très très peu de sièges. Donc comment ça va changer. Si vous voulez, dans les grands blocs, si vous avez le Likoud, qui est le parti de droite, le parti pivot, va perdre beaucoup de plumes. La coalition, l'opposition d'aujourd'hui, qui sera la coalition de demain, est créditée d'une majorité massive. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le Likoud perdra le pouvoir. Et alors, si vous séquencez tout ça, vous avez effectivement une espèce de marée centriste, dont Benny Gantz est le représentant le plus évident. C'est très probablement lui qui sera le prochain Premier ministre, un vrai centriste, avec ce qui est de beau et de moins bon dans cette qualification. Et puis, vous avez une gauche qui est en cours de reconstruction, sous la férule d'un ancien général, lui aussi, Yair Golan, qui était chef d'état-major adjoint et qui a failli être chef d'état-major. C'est cette prise de position politique qui l'a empêché de l'être, et qui est en train de ramasser les morceaux de cette gauche, et les sondages le créditent aujourd'hui de 10-12 mandats. C'est-à-dire là, il y aurait le Parti travailliste, les débris de Meretz, toute cette mouvance de la gauche sioniste, si vous voulez, et je pense qu'il pourrait faire plus. Il y a un potentiel d'une quinzaine de sièges là. On verra ce qu'il fera aux élections, mais quoi qu'il arrive, il sera un facteur important dans la prochaine configuration politique. Et donc il faut s'attendre à un changement de majorité. De quoi exactement cette majorité-là sera faite, c'est très difficile à dire maintenant. Et si on regarde l'autre côté du spectre politique,
Donc ces partis d'extrême droite qui sont aujourd'hui au pouvoir, eux, vous pensez qu'ils seront crédités de combien de voix ou de sièges? Parce qu'ils représentent quand même une petite partie de l'opinion et de la population. Alors, bon, il y a deux partis d'extrême droite. Il y a un parti religieux, sioniste religieux, qui lui est en train de perdre tout. C'est-à-dire, dans les derniers sondages, il ne franchit pas le seuil électoral. Et il se fait manger la laine sous le dos par son jumeau, qui est le parti dit Otzma Yehudit, puissant juif, d'Itamar Ben-Gvir, qui est le parti des kahanistes. Vous savez, les kahanistes sont les fils spirituels de Meir Kahana, le rabbin d'extrême droite qui était assassiné à New York et qui sont des vrais fascistes. Des vrais fascistes. Et donc eux, oui, eux montent. On les crédite, ils ont aujourd'hui 8 sièges et ils risquent de monter à 10-12 sièges. Donc c'est déjà une force considérable. Alors ils mordent sur l'extrême droite religieuse, bien qu'ils soient religieux eux-mêmes d'ailleurs, et ils mordent sur le Likoud, sur la droite du Likoud, et un peu sur la jeunesse un peu perdue des partis ultra-orthodoxes qui sont fatigués des positions des vieux rabbins qui veulent à la fois s'impliquer davantage et qui sont devenus très nationalistes. Et donc on risque d'avoir une force d'extrême droite, mais là d'extrême droite dure, fasciste, de 10-12 sièges à la classe. Donc en fait, le paysage que vous nous dessinez est encore un paysage très fracturé, éclaté, qui reflète une société divisée. Oui, très divisée, très fracturée. Mais si on change de majorité, ce que nous ferons, je pense que il va y avoir un déplacement vers le centre. Vous savez, les fluctuations idéologiques des Israéliens sont très brutales. Elles dépendent évidemment des événements sur le terrain. Donc après le 7 octobre, il est indéniable qu'il y a eu un basculement vers la droite, voire vers l'extrême droite. C'était l'effet d'affect, si vous voulez, de sentiment. Et puis il va y avoir un recentrage. Globalement, si vous voulez, au fil des ans, l'essentiel de l'opinion israélienne n'est ni de gauche ni de droite. Elle est quelque part au centre, prête à suivre un leader capable de définir clairement un but. Ça a été le cas avec Rabin, ça a été le cas avec Barak, ça a été le cas longtemps avec Netanyahou. C'est comme ça que le pays s'est trouvé tantôt à gauche, tantôt à droite. Je pense que les Israéliens, j'espère ne pas être trop optimiste, ont épuisé les plaisirs de la droite et de l'extrême droite. Pas de la majorité. Netanyahou nous a conduits dans une impasse, notamment l'échec sécuritaire le plus épouvantable de l'histoire du pays. Et ça, les gens ont compris. Et là, je crois que le Likoud va payer électoralement très cher. Et après, ce qu'il faut espérer, c'est avec l'aide de la communauté internationale, des Américains, un recentrage plus net vers le centre qui permette une ouverture diplomatique et une solution. Évoquons maintenant, si vous le voulez bien, la position internationale d'Israël. Le bilan humain de la guerre à Gaza, la manière dont cette guerre est menée, le sort des populations palestiniennes semble isoler chaque jour un peu plus Israël sur la scène internationale. Est-ce que vous partagez déjà ce diagnostic et est-ce que ce diagnostic vous inquiète? Ce diagnostic est une évidence. Il ne s'agit pas de pas tourner autour, c'est comme ça. C'est la conjonction de deux facteurs. D'abord, la brutalité de la campagne, qui effectivement fait beaucoup de morts civiles, même si les statistiques du Hamas donnent des chiffres globaux et où vous avez tout le monde, y compris les hommes en armes. Mais même si vous enlevez les quelques milliers, je sais pas, 7, 8 000, 10 000 de terroristes, ça fait quand même des milliers de civils, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Et ça, c'est épouvantable. Ça ne pouvait pas ne pas conduire à une érosion de l'image d'Israël. Du coup, les images du 7 octobre sont largement effacées. On n'a plus maintenant que les images de Gaza. Évidemment, c'est très inquiétant. Et donc ça, c'est un élément. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, et on est d'autant plus durement étrillé pour cela,
c'est qu'il n'y a pas de perspective politique. C'est avec le même type d'opération. Mais un gouvernement qui dirait, écoutez, nous faisons ça parce que nous n'avons pas le choix, mais nous voulons en finir une fois pour toutes, nous voulons nous engager dans un chemin diplomatique, nous voulons faire quelque chose avec la communauté internationale, les Arabes et les Palestiniens pour en sortir, l'image serait complètement différente. Mais vous n'avez pas ça. Vous avez un chef de gouvernement qui dit on va faire ceci, on va les tuer, on va la victoire totale. Des slogans qui ne veulent rien dire du tout. C'est quoi la victoire totale contre un mouvement terroriste? La preuve est que le fait est que les endroits où nous avons déjà nettoyé, il n'y a plus de Hamas. On a détruit les infrastructures militaires et politiques. Ils sont en train de revenir. Si vous remplacez par rien, vous avez un vide, que le Hamas est toujours là, occupé. C'est qui reste, mais il reste toujours. Et donc, je pense que c'est la conjonction de ces deux facteurs, la brutalité de l'opération et le manque de perspective politique qui fait que nous sommes devenus inaudibles. Dernière question, Elie Barnavi. Bon, vous dressez un portrait très sombre de cette situation qui est effectivement tragique. À votre avis, comment est-ce qu'à court terme, on peut en sortir? Et puis à plus long terme, vous êtes encore un de ceux qui continuent à promouvoir la solution à deux États, qui semble être pour vous la seule solution envisageable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces visions de court terme et de long terme qui pourraient conduire à une situation pacifique? À court terme, ça ira très vite. C'est-à-dire la guerre ne pourra pas se poursuivre indéfiniment. Les négociations sur les otages finiront par aboutir. Je pense que ce gouvernement ne tiendra pas le coup bien longtemps. Il va se défaire. Il va y avoir de nouvelles élections. C'est-à-dire à court terme, le problème est politique. À plus long terme, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait avec le problème principal qui nous occupe et qui est le même depuis un siècle, qui est le problème palestinien. Et là intervient la solution à deux États. Vous dites que je m'accroche à cette solution, mais pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, c'est ce que je dis depuis je ne suis pas le seul, depuis de nombreuses années, c'est une solution qui est agitée depuis près d'un siècle. Et on n'a jamais trouvé mieux. C'est-à-dire, il y a eu un moment où à Oslo, on a cru pouvoir, on a cru qu'on y était pratiquement. On a fait des erreurs lourdes qui ont fait que Oslo n'a pas réussi, mais on n'est jamais sorti de ce paradigme. Il n'y en a pas d'autre, tout simplement. Et si vous enlevez l'État palestinien de l'équation, que reste-t-il? Il reste la perpétuation de l'occupation, c'est-à-dire le statu quo. On a vu ce que ça donnait. On a encore rien vu. Il va y avoir une troisième intifada, peut-être une quatrième. C'est-à-dire le terrorisme va se poursuivre parce qu'il y a la réponse à l'occupation. Et l'autre solution, c'est l'État binational, ce qu'on appelle l'État binational, et qui est une aporie, qui est une absurdité complète. Ça ne marchera jamais. Les gens n'en veulent pas, et même s'ils en voulaient, on voit bien que le sort des États ou multinationaux partout, et surtout dans notre région. C'est un slogan qui creux, vide de sens. Et donc, si vous enlevez ces deux soi-disant éventualités, l'État unique, unitaire, binational, et la poursuite de la colonisation, que reste-t-il? Il reste un État palestinien. Et ma confiance est fondée là-dessus. En disant, comme Abba Eban, vous savez, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël disait, les nations se résolvent aux solutions raisonnables après avoir épuisé toutes les autres. Elie Barnavi, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à l'IFRI. Je vous en prie.